mon écran? J'ai deux écrans. OK. C'est celui-là que je vais vous partager et je vais venir là. Et je veux dire, OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez le curseur? Oui, monsieur. Vous voyez le curseur? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK, très bien. OK. Donc, les cellules dendritiques. Alors, nous avons parlé brièvement des cellules dendritiques et nous avons dit qu'il y avait deux types de cellules dendritiques, n'est-ce pas? Les cellules dendritiques myéloïdes et les cellules dendritiques plasmacytoïdes. OK? Et nous avons fait une petite différence entre les deux. Nous avons dit que les cellules dendritiques myéloïdes, peut-être même que, au lieu que moi je ne dise ce que nous on a dit, moi je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois sur les cellules dendritiques myéloïdes et les cellules dendritiques plasmacytoïdes? De quoi vous vous souvenez? Monsieur, Oui? moi, ce que je me souviens, c'est qu'on a dit que les cellules dendritiques myéloïdes, ce sont des cellules présentatrices d'antigènes Mhm. professionnels. Oui? Très bien. Une autre personne? Et les plasmacytoïdes? Les plasmacytoïdes ne sont pas des CPA professionnels? Allez-y, je vous écoute. Quelqu'un est en train de parler, mais je n'entends pas. Allô? Quelqu'un a la main levée. Je pense que c'est Cyrielle. C'est Cyrielle qui a la main levée? OK, la personne a baissé la main. Bon, je n'aime pas la question, vu que ma connexion s'est d'abord coupée. OK. Je demandais de dire de quoi vous vous souvenez à propos des cellules dendritiques. Quelqu'un a parlé des cellules dendritiques myéloïdes qui sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnels. Et j'ai demandé quoi d'autre qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre sur les cellules On a dit dendritiques? que les cellules dendritiques sont aussi des cellules qui assurent la surveillance de l'immunité. Elles sont comme des patrouilleurs qui sont à la recherche des antigènes.
Absolument. Ce sont des sentinelles, vraiment très bien. Des sentinelles. Mhm. Très bien. Et qu'est-ce qui est caractéristique des cellules myéloïdes? Les cellules dendritiques myéloïdes, à part le fait qu'elles soient professionnelles présentatrices d'antigènes. Nous avons dit qu'elles produisaient des interleukines en grande quantité, n'est-ce pas? Elles produisent des interleukines en grande quantité et notamment les interleukines 2. On a dit qu'elles produisaient également des molécules de co-stimulation. Co-stimulation de quoi? Des cellules lymphatiques, parce qu'éventuellement, elles vont causer l'activation des cellules lymphatiques pour pouvoir permettre une réponse adaptative. Elles vont causer l'activation des CD4 et des CD8. Et on a parlé également des marqueurs de surface qui sont des CD11C et des CD123 low. Alors, je vais vous laisser le privilège de chercher un peu plus sur ces CD11C et ces CD123 low. Nous avons parlé des plasmacytoïdes, cellules dendritiques plasmacytoïdes, et nous avons dit qu'on les appelle plasmacytoïdes parce qu'elles ressemblent aux plasmocytes. Nous avons également dit que les plasmacytoïdes produisent en grande quantité des interférons, ok? Et qu'il y avait plusieurs sous-types en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Nous avons dans la peau les cellules de Langerhans, et les cellules de Langerhans sont de manière spécifique dans l'épiderme, alors que les cellules interstitielles se retrouvent dans le derme. OK? Qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre sur les cellules dendritiques? Les cellules dendritiques sont recrutées pour pouvoir, en fait, d'une part, reconnaître les antigènes, mais d'autre part aussi, se préparer à pouvoir rentrer dans les organes lymphoïdes pour une réponse adaptative. Donc, pour le recrutement, il faut d'abord qu'elles soient présentes dans les tissus. Certains tissus vont être, par exemple, les muqueuses, ce qui veut dire qu'elles vont être en contact avec l'extérieur. Pensez aux muqueuses qu'on trouve tout le long du tube digestif, aux muqueuses qu'on trouve dans l'appareil digestif, aux muqueuses qu'on trouve dans le système respiratoire, d'accord? Et également la peau, qui n'est pas une muqueuse, mais qui est une barrière épithéliale. Okay? Donc, partout où il y a contact avec l'extérieur, vous aurez nécessairement les cellules dendritiques. Maintenant, lorsqu'il y a une brèche dans la peau ou dans l'épithélium, à ce moment-là, on va avoir un recrutement qui va être fueled, qui va être encouragé
et qui va être d'ailleurs permis, pas simplement encouragé, mais permis par les chimiokines. Sans les chimiokines, il n'y aura pas recrutement. Donc, je vais vous demander de repartir en arrière au niveau des protéines du complément. Nous avons parlé des protéines du complément qui étaient des chimio-attractants. OK? Et qu'il y avait parmi les cytokines des chimiokines. Et parmi ces chimiokines, nous avons les chimiokines GM-CSF. Alors, qui peut me dire ce qu'on a dit de GM? C'est quoi G? C'est quoi M? Et c'est quoi C? C'est quoi S? C'est quoi F? Vous me suivez? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous Oui, entend. monsieur. OK. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Monsieur, Ah, G, c'est pour granulocytes, oui, M, macrophage, C, SF, facteur qui stimule le développement des cellules. voilà. OK. Donc, colony stimulating factor, CSF, OK. Granulocyte macrophage. Et ensuite, donc, vous avez ces facteurs-là qui stimulent le recrutement, mais aussi, il faut le dire, la différenciation, la multiplication, parce que colony stimulating factor, ça veut dire que ça stimule la formation. D'accord? Et puis, vous avez les macrophages inflammatory protein 3 alpha. Donc, les macrophages, les protéines inflammatoires de macrophages, ces protéines 3, il y a alpha et il y a bêta. Alpha, c'est CCL20, ça s'appelle aussi CCL20. Les bêta, ce sont des CCL19. Mais bon, pour l'instant, on va se limiter sur les CCL20. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui contribuent au recrutement des cellules dendritiques C. Des cellules dendritiques vers le site d'inflammation. Et ces facteurs, on les retrouve dans l'épithélium. OK? Sans ces facteurs qu'on va retrouver dans l'épithélium, il n'y aura pas recrutement. OK? Il y a également d'autres signaux de recrutement. Évidemment, vous allez avoir les signaux de danger tissulaire. Comment est-ce que nous avons appelé les signaux de danger tissulaire? Dans le chapitre 2. Comment nous avons appelé les signaux de danger tissulaire? En abrégé, c'était quoi? Monsieur, les DAMPS. Pardon? Monsieur, les DAMPS. Les DAMPS, les DAMS. OK? Très bien. Vous avez les C5A qui font partie du complément. Vous avez les défensines. OK? Et puis, vous avez des protéines HSP qu'on appelle Heat Shock Proteins. D'accord? Et ces Heat Shock Proteins, dans les conditions normales, sont à l'intérieur de nos cellules. C'est quand nos cellules se cassent,
lorsque nos cellules se cassent, c'est là où ces Hitchcock protéines se retrouvent à l'extérieur et ça devient un facteur d'inflammation. Les nucléotides qui devraient être à l'intérieur de la cellule et qui se retrouvent à l'extérieur de la cellule vont être des signaux. Donc tout ça là, ça fait partie des DAMPs et l'acide urique. Donc au niveau du recrutement, il faut déjà qu'il y ait, au-delà de tous ces signaux, qu'il y ait des facteurs de surface, facteurs de reconnaissance, et qu'il y ait aussi la capture. La capture de quoi? Capture d'antigènes. D'accord? Donc, de manière initiale, les cellules dendritiques, lorsqu'elles sont immatures, elles ont une grande capacité à reconnaître des antigènes. Par contre, cette capacité à reconnaître les antigènes ne dit pas nécessairement qu'elles vont être activées, parce qu'il faut qu'elles soient activées. D'accord? Elles ont une grande capacité à reconnaître les antigènes. C'est pour ça que ces facteurs de surface sont considérés en réalité innés ou constitutifs, parce qu'elles ont une grande capacité à reconnaître une grande variété d'antigènes, mais aussi avec une forte affinité. Les pathogènes, les cellules tumorales, par contre, de manière initiale, ces cellules qui sont encore immatures ont une faible capacité d'activation des lymphocytes T. Elles peuvent capturer les antigènes, apprêter tout le système pour que la cellule soit capable de présenter ces antigènes. OK? Les cellules myéloïdes sont beaucoup moins actives quand il s'agit de de l'activation des lymphocytes par rapport aux cellules plasmacytoïdes qui ont une plus forte capacité d'activer les lymphocytes. Et ça peut s'expliquer parce que les cellules myéloïdes se trouvent en général dans un local bien donné, dans les épithélias, dans les surfaces. Et dans ces surfaces-là, ce n'est pas là où les lymphocytes se trouvent. Les lymphocytes se trouvent dans les ganglions, dans les organes lymphoïdes. C'est là où ces lymphoïdes se trouvent. Donc, s'il y a activation des lymphoïdes, ça va se passer lorsque les cellules dendritiques vont être en circulation et vont aller se retrouver dans ces organes. C'est pour ça que les plasmacytoïdes ont une plus forte capacité à activer les cellules lymphocytaires. OK? Donc, il faut une capture des antigènes. Premièrement, cette capture des antigènes va induire l'activation des cellules dendritiques et la maturation de ces cellules dendritiques-là. Il faut savoir que les cellules dendritiques immatures, même quand elles ont les antigènes attachés, ne peuvent pas réellement activer les lymphocytes tels que ça se devrait. Donc,
Si vous regardez les lymphocytes, qu'est-ce que je reconnais pas les lymphocytes? Les cellules myéloïdes et les cellules plasmacytoïdes, il y a un certain nombre de choses qui les caractérisent. Au niveau de la fonction, les cellules myéloïdes dendritiques sont capables d'initier la réponse immunitaire, OK? Alors que les cellules plasmacytoïdes sont capables de sécréter des interférons. OK? Cette sécrétion d'interférons va nécessairement causer l'activation des cellules lymphocytaires. OK? Autre chose, les cellules myéloïdes vont avoir au niveau de leur surface des récepteurs TLR tels que les TLR4, mais ces cellules myéloïdes ne vont pas avoir des TLR7 et TLR9, qui sont par contre une spécialité des cellules plasmacytoïdes. OK? Les TLR7 et le TLR9. Et ces TLR7 et 9 sont spécialisés dans, en fait, la présentation des antigènes au niveau lymphocytaire. OK? Au niveau des lymphocytes. Alors, lorsqu'on regarde la production des cytokines, les myéloïdes vont produire les interleukines 12 et d'autres interleukines, y compris l'interleukine 2, OK? Alors que les plasmacytoïdes vont produire principalement des interférons et notamment les interférons alpha. Les myéloïdes se retrouvent dans les tissus et dans les lymph nodes, alors que les plasmacytoïdes se retrouvent dans les organes lymphoïdes et dans les vaisseaux sanguins périphériques. Ça, leur présence au niveau des cellules lymphoïdes et des vaisseaux sanguins périphériques, en fait, justifie le fait que ces cellules plasmacytoïdes doivent aller en circulation pour aller causer l'activation. OK. Nous avons parlé des DAMPs et des MOMPs. D'accord? Au niveau des DAMPs, nous avons parlé des heat shock proteins. OK? Nous avons parlé des HMGB1. J'ai un trou de mémoire, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est là tout de suite. Nous avons parlé des défensines, nous avons parlé des acides uriques, nous avons parlé en fait de tout ce qui est des tissus normaux, mais qui sont exposés lorsqu'il y a rupture. Il y a évidemment les microbe associated molecular patterns, et puis il y a les récepteurs qui vont avec, y compris les TLR, les CR et les LNR. OK? Alors, j'avais prévu que nous puissions avoir une discussion sur le rôle de chaque type de récepteur à cause du temps que nous n'avons pas. Nous n'allons pas les discuter, mais par contre, je vais vous encourager à regarder ces Pattern Recognition Receptors. Pattern Recognition Receptors, donc les TLR, les CLR et les LNR. OK? Donc, je vous charge de regarder le rôle de ces PRR dans la reconnaissance des signaux de danger, aussi bien des DAMPs que des MOMPs. Aussi, je vous donne comme
assignment, comme tâche de décrire les inflammasomes et de donner leur fonction dans le contexte des cellules dendritiques. Alors, question, est-ce que vous avez entendu parler des inflammasomes? Si oui, qu'est-ce que vous savez des inflammasomes? Monsieur, me concernant, non, hein. Une première fois que j'écoute ça. OK. Moi également, c'est la première fois. OK. Pour tout le monde? Lorsque vous voyez Oui, le monsieur. mot lorsque vous voyez le mot inflammasome, qu'est-ce que vous voyez? Inflammation. Inflammation, très Les bien. zones d'inflammation, les zones spécifiques d'inflammation. Zone spécifique d'inflammation. Oui, oui et non. Zone, alors, je vais tricher. Phagosome. Lysosome. Alors, lorsque vous entendez ce mot zome, dans phagosome, dans lysosome, qu'est-ce que vous comprenez? Monsieur, c'est en lien avec la phagocytose. Oui, c'est en lien avec la phagocytose, évidemment. Dans phagosome, oui, c'est en lien avec la phagocytose. Mais c'est quoi le lien? Je vous écoute. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que c'est l'inflammation due à la réaction de la phagocytose? Pardon? L'inflammation après réaction de la phagocytose. Non, 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 pas du tout. Non, en fait, je cherche une analogie parce que avec le terme zome, j'essaie de vous amener à déduire en fait ce que zome pourrait dire dans inflammasome. Je vous ai parlé de phagosome. Dans phagosome, vous avez parlé de phagocytose. Mais l'aspect zome, c'est quoi? L'aspect zome dans phagosome. Lysosome, c'est quoi un lysosome? De manière générale, c'est quoi un lysosome? Monsieur, les lysosomes, ce sont des molécules qui effectuent la lyse de certaines cellules. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Oui, monsieur, ce sont des protéines qui effectuent la lyse, la destruction. Les lysosomes. Je n'ai pas parlé des lysozymes. Les lysosomes sont des vésicules. Les lysosomes dans les D'accord, cellules monsieur. animales sont des vésicules qui sont remplies d'enzymes, beaucoup de digestive enzymes, les enzymes de dégradation, les lipases, les nucléases, les protéases, tout ça. OK? Le phagosome, c'est une vésicule qui se forme Oui, lors de la monsieur. phagocytose. OK? Donc, lorsqu'on parle Oui, monsieur. d'inflammasome, ça doit nécessairement être un complexe. OK? C'est un complexe qui ressemblerait à un phagosome, qui n'est pas un phagosome, bien entendu. OK? Le contexte zome
c'est dire que il y a quelque chose qui va ressembler à un vésicule. Mais évidemment, dans le cadre de la réponse inflammatoire qui se passe dans un tissu, ce n'est pas une seule cellule. D'accord? Même si là, on se focalise sur la cellule dendritique. La cellule dendritique va produire un complexe qui va activement participer dans l'inflammation. Le phagosome, c'est le complexe de toutes les protéines qui sont produites par les cellules dendritiques pour, en fait, circonscrire l'inflammation. Vous me suivez? Et c'est ce complexe-là qui va induire à la phagocytose, à la pinocytose, ainsi de suite. OK? Donc, au niveau de l'inflammation, vous allez avoir plein de vésicules. Ces vésicules vont être phagocytées. Et la cellule dendritique doit avoir des éléments pour, d'une part, la phagocytose, mais d'autre part aussi la digestion. OK? Donc, les antigènes vont être capturés par des petites vésicules, par ce qu'on appelle la micropinocytose. Vous connaissez ce que c'est que la pinocytose, n'est-ce pas? Oui, OK? Et vous savez ce que c'est que la phagocytose. Maintenant, lorsqu'on parle de micropinocytose, il y aura plusieurs petits complexes qui vont être absorbés. OK? Micro, c'est petite pinocytose, extrêmement petite. Et puis, il y a la macropinocytose. La macropinocytose, ce sont des grandes particules, des grands complexes. Donc, il y a des antigènes qui sont présentés ou opsonisés par des petits complexes. Donc, ça forme des petits complexes. Ça va constituer la micropinocytose. Maintenant, il y en a qui vont constituer des gros complexes. C'est d'ailleurs pour ça que, lors de la réponse inflammatoire, vous voyez qu'il y a des œdèmes qui se forment. Et ces œdèmes, ce n'est pas simplement le fait de la vasodilatation. Vous avez des rougeurs. Et les œdèmes peuvent être exacerbés dans certains tissus. Et tout ça, ça va être le fruit de ces éléments dont les inflammasomes. OK? Donc, tous ces aspects, c'est-à-dire la micropinocytose et la macropinocytose, vont nécessairement induire l'implication des récepteurs. Et parce qu'il y a une variété énorme d'antigènes, vous allez également avoir une variété énorme de récepteurs. D'accord? Donc, les récepteurs, ils sont variés. Il y a les récepteurs de mannose, les récepteurs scavengers, les récepteurs de lectine, c'est toute une famille, y compris les lectines C, les récepteurs des corps apoptotiques, parce que lorsqu'une cellule rentre en apoptose, cette cellule va se manger de l'intérieur et il y aura des petits fragments de cellules. Et ces petits fragments de cellules sont phagocytés. Phagocytés par qui? Par les cellules phagocytiques, y compris les cellules dendritiques. Et puis, il y a les récepteurs des compléments, les CR3 et les CR4. D'accord? Ça, c'est au niveau des récepteurs. Maintenant, ces récepteurs, une fois qu'ils reconnaissent les antigènes,
il va y avoir internalisation. OK? Il va y avoir internalisation. Maintenant, il faut savoir que les récepteurs ne sont pas systématiquement présents sur la surface en grande quantité à tout moment. Il y a certains moments où les récepteurs sont absents de la surface. Et quand je dis absents, ça ne veut pas dire que c'est complètement zéro. Non. Ça veut dire que la proportion des récepteurs n'est pas énorme. Et il y a des moments où la proportion des récepteurs est énorme dans la surface. Donc, lorsque il y a maturation des cellules dendritiques, les récepteurs sont internalisés, OK? Alors que lorsqu'il n'y a pas maturation, les récepteurs sont externalisés, donc sont dans la surface. D'accord? Il y a il y a des cytokines qui vont permettre l'internalisation de certains récepteurs, d'autres vont permettre l'externalisation de certains récepteurs dont on a parlé. Et puis, dans tout ça, il va y avoir aussi la phagocytose elle-même ou la pinocytose elle-même, c'est-à-dire la micropinocytose et la macropinocytose, ainsi que la phagocytose. Nous avons parlé des clatrines. Je ne sais pas si vous vous souvenez des résidus clatrines qui sont en fait dans la surface interne de la membrane plasmique et qui, lorsqu'elles arrivent à un certain nombre, vont causer l'invagination de la particule qui doit être internalisée. Vous me suivez? Oui, professeur. Oui, monsieur. OK. Vous vous souvenez des résidus clatrines? Des résidus? Clatrine, clatrine. Je vais vous écrire ça. Ce sont des protéines. Vous voyez? Les clatrines sont des protéines qu'on trouve à la surface interne des membranes plasmiques et de manière spécifique lorsque la phagocytose doit se faire et lorsque la pinocytose doit se faire. OK? Donc, je vais repartir peut-être au niveau des récepteurs. Les récepteurs peuvent être internalisés ou externalisés, d'accord? Selon les conditions. Donc, au niveau de l'internalisation, les récepteurs vont être internalisés avec la maturation des cellules dendritiques. OK? Il y aura une diminution du nombre de récepteurs de l'endocytose et de la phagocytose avec la maturation. OK? Alors, une tâche que je vous donne ici, c'est de comparer les fonctions des cellules dendritiques immatures et des cellules dendritiques matures. Donc, c'est une tâche que je vous donne. Vous allez chercher les fonctions et comparer, d'accord, les cellules immatures et les cellules matures. Les cellules dendritiques, j'entends. D'accord? Donc, ça, c'est une tâche pour vous. Maintenant, on va parler de la maturation et de la migration. Alors, au niveau épidermique, au niveau des mucus,
les cellules ne sont pas matures, elles sont immatures. La maturation, ça va se passer dans les ganglions, par exemple. Okay? Alors, vous allez avoir un certain nombre de récepteurs. Vous allez avoir les récepteurs mannose, les récepteurs de lectine, les récepteurs des corps apoptotiques. Tous ces récepteurs vont reconnaître des antigènes. Et éventuellement, lorsque ces cellules avec des récepteurs, par exemple, les CCR7 vont reconnaître des antigènes, ici, vous allez avoir les CCL. Attendez, je vais voir. Vous avez différents genres de récepteurs, d'accord? Ces différents genres de récepteurs vont en fait capturer les antigènes. Et une fois qu'il y a capture d'antigènes, ces cellules vont migrer dans la médula. Et c'est au niveau de la médula que la magie va se produire. OK? Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme magie de manière spécifique? Vous allez avoir une interaction entre la cellule dendritique qui présente les antigènes et les lymphocytes. Et là, vous voyez une interaction directe entre le CMH de classe 2 avec les antigènes et les TCR, les cellules présentes, comment on appelle ça? Les récepteurs qui sont à la surface des cellules T. Et là, nous allons avoir une activation des cellules T via des co-stimulateurs ici. OK? Il y a des co-stimulateurs ici parce que la reconnaissance ne se fait pas simplement entre le CMH et le TCR. Il y a également des co-stimulateurs. OK? Ces co-stimulateurs vont en réalité causer la stimulation de ces cellules T. Donc, il y a maturation et migration des cellules dendritiques dans les ganglions. Et c'est là où la réponse spécifique adaptative va se produire. Et c'est pour ça que les cellules dendritiques constituent en réalité l'interface entre la réponse innée et la réponse adaptative. Et là, nous allons regarder un peu plus dans le détail ce qui va induire l'activation. Alors, nous avons les DAMS et les MOMS. Ces DAMS et MOMS vont être reconnus par les Pattern Recognition Receptors, les PRR. Ceci va induire une activation des cellules dendritiques. Une fois que les cellules dendritiques sont activées, il va y avoir digestion des antigènes et exposition de ces antigènes. Ces antigènes vont être exposés à la surface de la cellule par les cellules dendritiques. Qu'est-ce que je raconte? Le complexe majeur d'histocompatibilité. OK? Les TCR vont reconnaître le complexe majeur d'histocompatibilité avec l'antigène. Il y a les facilitateurs ici, les CD4, qui vont stabiliser cette interaction. Sans ces CD4 ou CD8, il n'y aura pas stabilisation de l'interaction. Donc, ça, c'est essentiel. Maintenant, cette interaction va induire une transduction du signal qui va causer l'intervention d'autres éléments. Ces autres éléments sont des co-stimulateurs. Il y aura les CD40
et les CD40, L. L veut dire ligand. CD40, c'est le récepteur. Et puis, il y a CD40L qui est le ligand. Donc, le ligand va s'attacher au récepteur, d'une part. Et d'autre part, nous allons avoir la suite de la transduction du signal où il va y avoir libération des interleukines IL-12 qui vont, interleukines, s'attacher au récepteur à ces interleukines-là pour pouvoir maintenant permettre une activation complète de la cellule lymphocytaire T. Donc, ce diagramme, il est assez complexe et je pourrais vous demander, en fait, de décrire ce diagramme. Donc, je ne pourrais pas vous demander de le décrire dans le contexte d'un examen comme vous avez l'habitude de vous asseoir et en réalité en 45 minutes ou en 1 heure ou 1 heure et demie, essayer de décrire tout ceci. C'est vous donner le temps de le faire à partir de chez vous, discuter entre vous et essayer d'éplucher ceci. Et c'est ce qui va réellement constituer une vraie base d'acquisition de la connaissance. D'accord? Donc, je vais vous demander, par exemple, de décrire quelque chose comme ça, OK? De décrire l'activation des lymphocytes T. Comment ça se passe? Donc, vous comprenez que Oui, monsieur. lorsque je vais vous demander de faire ça, faire une énumération ne va pas constituer une réponse. Donc, je vous avertis déjà, une énumération ne va pas constituer une réponse. Je veux que vous expliquiez avec des phrases, avec un paragraphe bien clair et bien élaboré. D'accord? Parce qu'en tant que personne en maîtrise, vous devez en fait pouvoir expliquer les choses de manière très, très, très détaillée, ce que vous voyez et ce qu'on doit retenir. D'accord? Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, ça, Monsieur, c'est la fin de ce Oui, chapitre. monsieur. Et je veux peut-être terminer en vous montrant ceci. En vous montrant ceci. Euh, Ici, vous avez un système, comment on appelle ça? Les cellules du système nerveux. Et dans les cellules du système nerveux, vous avez les cellules, euh, les neuron cells. OK? Vous avez les neuron cells. Vous avez les astrocytes. OK? Les astrocytes, faut savoir que dans la circulation des, cellules dendritiques et d'autres cellules de la défense vont en fait constituer une barrière entre le sang et the brain, le cerveau. Il y a la barrière entre le sang et le cerveau. Il y a certaines substances, il y a certaines cellules qui peuvent se retrouver dans le cerveau, d'autres qui ne peuvent pas se retrouver dans le cerveau à cause de ces patchs-là. Vous voyez ces patchs que vous voyez en vert là? Ces patchs-là, en général, ça empêche la diapédèse et la filtration de certaines molécules. Ce qui fait que dans le cerveau, vous avez une forme limitée de cellules qui peuvent venir ici. Vous allez trouver les microglial cells, les microglies. Vous avez entendu parler des microglies? oui, monsieur. Oui? Oui, professeur. OK. OK, qu'est-ce Oui. que vous avez des microglies? Parlez-moi des microglies.
Allô? Oui, allô, je vous écoute. Les microgrilles. On les trouve dans le cerveau aussi, non? Oui, on les retrouve dans le cerveau, mais c'est quoi ces Dans microglies? le cerveau. C'est quoi leur rôle? J'ai oublié. Pardon? Professeur. Quel rôle des microgrilles là? OK, qui se souvient du rôle des microglies? On est à combien? On est à 15, c'est ça? Il faut qu'au moins une personne sache. Sinon, c'est votre professeur qui vous a enseigné, qui vous a parlé des microglies qui va être fâché. Jessica, Monsieur, oui? Qu'est-ce que vous savez des microglies? monsieur, je sais juste que les microglies se retrouvent dans le système nerveux central. Mais c'est quoi? Euh, C'est quoi les microglies? mais ce n'est pas un système de surveillance. Vous me demandez ou Monsieur, vous elles me ont un dites, vous rôle m'informez? dans le système. Que leur rôle, Monsieur, c'est les pas sur... microglies, elles ont un rôle dans le système immunitaire. Les microglies, vous vous souvenez comment je vous ai dit que les cellules de la défense, y compris les macrophages, les cellules dendritiques, en fait, portent des noms différents selon l'endroit du corps où ils se trouvent, malgré que ce sont en fait, en réalité, les mêmes cellules. Enfin, quand je dis les mêmes, sur un plan de leur nature, un macrophage est un macrophage. Une cellule dendritique est une cellule dendritique. Peu importe si on l'appelle cellule de Langerhans, OK? Ou cellule comment, autre, I'm drawing a blank. Euh, on peut l'appeler cellule de Langerhans, on peut l'appeler microglie, on peut l'appeler astro, quelque chose, mais qu'à cela ne tienne, les microglies ne sont rien d'autre que les macrophages lorsqu'elles sont de forme macrophagique ou cellules dendritiques, en fait. Ce sont ces cellules de l'immunité qui se retrouvent là-bas dans le cerveau, dans le système nerveux central, pas seulement dans le cerveau, dans le système nerveux central, et en fait qui sont coincés à cause de la barrière dont je vous ai parlé ici. Vous voyez les patchs que vous voyez là, OK, vont empêcher une diapédèse ici. Et c'est pour ça que le traitement des infections dans le cerveau est un problème parce que vous avez même une quantité limitée de cellules de l'immunité dedans et celles qui jouent le rôle principal sont les microglies. Donc, ce sont des cellules phagocytaires. OK? Ce sont des cellules phagocytaires. Les microglies sont des cellules phagocytaires qui jouent le même rôle que les macrophages, même rôle que les cellules dendritiques, except on les appelle microglies parce que c'est le nom qu'on leur a donné quand on les a découverts dans le cerveau. OK? All right. Donc, je vais sortir de ça, de cette présentation, et je vais ouvrir une autre présentation. Et là, nous allons parler des natural killers.
OK, on va peut-être marquer une petite pause. On va marquer une petite pause. J'ai besoin de boire un peu d'eau. Let me stop recording. Oops. Pause de combien de minutes, monsieur? 5 minutes, ça vous convient? D'accord, monsieur. J'essaie d'arrêter l'enregistrement. What kind of sense is this? Yeah. That's the problem with all the screens. Oh, there we go. Okay.